Marjoba. C'est bonjour en géorgien, il faut vous habituer, vous allez nous entendre de plus en plus souvent. Monsieur le Président, messieurs et mesdames les ministres, messieurs, mesdames les députés, messieurs, mesdames les entrepreneurs de France, c'est pour moi un très grand honneur d'avoir la possibilité cette année de participer à cette ouverture de ce qui n'est plus l'université d'été, qui est la REF, mais ça reste un très grand événement dans un pays qui, comme vous le savez, m'est très cher, et dans un pays qui, pour moi, mais pas seulement pour moi, incarne d'une certaine façon, et peut-être de plus en plus, l'Europe vers laquelle nous avons les yeux tournés. C'est un honneur non seulement pour moi personnellement, mais c'est aussi un honneur pour mon pays, pour la Géorgie, car en m'invitant, et peut-être sans le savoir, vous avez fait ce que nous attendons le plus, c'est un geste de reconnaissance que nous pouvons, nous, parler d'Europe, apporter quelque chose à l'Europe et préparer ce que nous considérons être notre appartenance future à l'Europe. Et donc, je vais me permettre, moi, de m'adresser à vous comme présidente d'un pays qui n'est pas seulement épris d'Europe, mais comme président d'un pays qui se sent déjà européen. Et ça, le jour où vous viendrez visiter la Géorgie, et je suis persuadée que chacun d'entre vous va le faire très rapidement, vous découvrirez que c'est une évidence que vous vous trouvez dans un pays européen, dans un pays où flotte partout le drapeau européen. La Géorgie incarne aujourd'hui un paradoxe, car elle incarne la volonté de rejoindre l'Union européenne au moment où certains aspirent à quitter cette Union européenne. D'ailleurs, nous sommes prêts à prendre la place, et je le dis à moitié en blaguant. La Géorgie aspire à rejoindre l'Europe au moment, et vous pourriez vous poser la question, pourquoi au moment où cette Europe est en crise? Ce n'est pas à moi d'expliquer les raisons multiples de cette crise, le fait qu'un pays membre de l'Union européenne veuille aujourd'hui la quitter, le fait que les eurosceptiques maintenant doutent de cette Europe, le fait que cette Europe est confrontée à des migrations de plus en plus importantes, parmi lesquelles d'ailleurs la Géorgie, qui est un des pays qui envoie vers vous ces migrants, légaux et illégaux parfois. Cette migration, elle a un double aspect. C'est vrai que c'est un problème et c'est vrai que vos citoyens demandent la maîtrise de leurs frontières parce que c'est aussi une protection. Mais n'oubliez pas que ces migrations vers l'Europe, c'est peut-être la première mesure du succès de l'Europe, de son attraction, de son aspiration. Et c'est peut-être de cette façon-là qu'il faut regarder cette bouteille à moitié vide et à moitié pleine. Avec l'émergence de la Chine, de nouveaux rapports de polarité, avec une Amérique différente, l'Europe, une nouvelle fois, est placée devant un choix existentiel, devenir une vraie puissance politique pour défendre ses propres intérêts ou s'effacer, être une Europe qui pèse sur le monde ou une Europe qui subit les évolutions et les chocs du monde. Cette Europe qui reste unique comme un espace de droit, de mesures, de principes, et c'est comme ça que nous la voyons de l'extérieur, et quelquefois on vous voit mieux de l'extérieur que vous ne vous voyez, elle est plus que jamais nécessaire dans ce monde face au chaos et aux chocs multiples qui se multiplient. Et pour ça, il y a une mesure très très simple. Vous fermez les yeux et vous imaginez que tout d'un coup l'Europe n'existe plus, qu'il n'y a plus à sa place que des puissances, des nations diverses. Et vous pouvez imaginer, à l'extérieur de cette Europe, les puissances de plus en plus pesantes qui existent et ce que serait ce monde sans Europe. C'est
une idée que je ne veux pas entretenir davantage parce que je crois qu'elle est inacceptable. Mais ce qui est clair, c'est que l'Europe se trouve aujourd'hui à un moment charnière de son histoire où certains continuent dans ses opinions à reprocher à l'Europe, et ça c'est ancien, tantôt son impuissance, tantôt son excessive présence à l'intérieur. Moi, je fais partie, comme ancienne européenne quand même, de ceux qui pensent que cette crise, comme toutes les précédentes, permettra à l'Union de franchir un nouveau pas décisif. C'est comme ça que ça s'est fait à chaque fois. Chaque grande crise a été suivie d'un grand pas en avant. Et c'est ce pas en avant que nous, personnellement, nous attendons. Je suis convaincue que l'Europe n'a d'autre choix que de réussir. Pour sa part, la petite Géorgie, quelque part à votre frontière au-delà de la mer Noire, ne doute ni de son orientation européenne, ni de votre devenir. C'est pour cela que nous fondons aujourd'hui beaucoup d'espoir dans les ambitions de renouveau, celles qui sont aujourd'hui portées particulièrement par le président Macron. Je lui ai dit que nous partagions et que nous attendions beaucoup de ces nouvelles initiatives et que la Géorgie veut que le projet de renaissance européenne réussisse. Elle en a besoin, elle n'a pas d'autre perspective, mais vous non plus. L'aspiration européenne de la Géorgie n'a en effet jamais été aussi forte. Mon élection s'est faite sur fond de drapeau européen et elle s'est faite non pas malgré le fait que j'avais été française et que je reste européenne, mais à cause de cela. 80%, vous allez en rêver, de la population géorgienne soutient depuis près de 15 ans et sans discontinuer l'adhésion à l'Europe, indépendamment des différentes affiliations partisanes. Notre jeunesse regarde vers Paris, Londres, Berlin et New York. Et nous avons fait inscrire l'an passé dans la nouvelle constitution géorgienne l'objectif d'intégration à l'Europe. Donc cette aspiration, elle n'est ni nouvelle, ni conjoncturelle, et elle fait preuve au contraire d'une totale résilience. Nous avons tout eu. Nous avons un très grand voisin et nous avons, de façon tout aussi constante, des provocations. Nous avons eu une guerre en 2008, des conflits gelés, plus ou moins, des multiples mouvements sur une ligne d'occupation qui bouge sans arrêt, donc c'est un peu stressant par moments, des enlèvements de personnes sur cette même ligne d'occupation, mais nous savons tout ce que ça représente. Nous savons que c'est douloureux, mais nous savons aussi que la stratégie, c'est de nous entraîner dans un engrenage qui, en nous poussant à la faute, nous priverait de nos 3 victoires principales. La première, c'est notre stabilité. La deuxième, c'est notre cheminement vers la démocratie. Et la troisième, c'est notre cheminement européen. Et c'est ce à quoi nous sommes le plus attachés. Notre aspiration européenne, elle n'est pas nouvelle, elle existe depuis que la Géorgie existe. C'est les anciennes mythologies qui vous ramènent toujours vers la Géorgie, le Jason et ses Argonautes. C'est un pays chrétien depuis le IVe siècle qui se vit pendant toutes ces années comme le pont avancé de l'Occident. C'est aussi, et ça vous êtes en train de le découvrir peut-être depuis les expositions en France et à Bordeaux, c'est aussi le berceau du vin et de la civilisation du vin. L'aspiration donc à rejoindre cette Europe représente pour nous une évidence, c'est la réunification de la Géorgie avec la famille dont elle a été séparée par 70 années d'occupation soviétique. Mais cette voie européenne, c'est aussi la résultante du succès de l'Union européenne. Paix et liberté, sécurité et souveraineté, démocratie et prospérité, voilà ce qu'est l'Europe vue d'un petit pays à sa frontière. C'est pour nous, l'Europe, la garantie de ne pas être seul, l'assurance d'appartenir à un ensemble d'États qui partagent les mêmes valeurs.
Par son histoire, la Géorgie est à rebours des tendances populistes. Elle comprend instinctivement, en raison de l'endroit où elle a vécu pendant des siècles, que la souveraineté nationale, en particulier pour un petit pays, passe par la souveraineté européenne et par cette solidarité. Elle sait que notre souveraineté est fragile. Ensemble, pour nous, elle deviendrait plus robuste. C'est une souveraineté partagée que nous comprenons. L'Europe, c'est aussi la prospérité, l'amélioration des conditions de vie de chacun. Pour notre jeunesse, ce sont des opportunités décuplées pour étudier, voyager et réussir. Les étudiants géorgiens sont aujourd'hui les principaux utilisateurs d'Erasmus. Ça montre qu'avec leurs pieds et avec leur tête, ils savent où est leur avenir. C'est parce que notre jeunesse veut innover, qu'elle veut créer et réussir, comme tous, dans la jeunesse d'Europe. Enfin, l'Europe, on vient d'en parler, c'est l'autre mot de la démocratie libérale. De même que la volonté de rejoindre l'Europe fut la meilleure incitation à la démocratisation, l'intégration européenne, c'est l'assurance qu'il n'y a pas de retour en arrière. J'entends, n'en déplaise à notre voisin et au président Poutine, à montrer que l'idée libérale est vivante, qu'elle est vivante en Géorgie, et j'entends être la garante de cette jeune démocratie. Je veux, pour ma part, et je pense que la Russie aurait intérêt à aller dans la même direction, je veux parachever la transformation de la société géorgienne et sortir définitivement ces mentalités hors des vestiges soviétiques. Car l'Europe, c'est aussi l'assurance d'une pensée libérée, de la liberté individuelle associée à ce qui a le plus fait défaut au cours des années passées, la responsabilité. Mon ambition pour la Géorgie, et je dirais en même temps pour l'Europe, est donc sans concession possible. Le peuple géorgien m'a élu pour ce retour à l'Europe. Né en France, élevé en France, dans une famille qui avait fui le totalitarisme soviétique, revenu dans le pays de mes ancêtres pour y accomplir cette tâche, j'entends réussir pendant mon mandat ce retour de la Géorgie dans la famille européenne, et on a encore 5 ans et demi, donc il faut se presser. Et je ne peux que compter sur la France, comme la Géorgie l'a fait à maintes fois dans son histoire, que ce soit en 1921, quand elle a perdu pour la première fois son indépendance, ou en 2008, quand le président Sarkozy est venu arrêter l'avancée des troupes russes. Mes 40 ans de diplomatie française m'ont appris aussi à tempérer mes idéaux, mon ambition par le réalisme. Il est aujourd'hui clair que les opinions européennes ne sont pas prêtes à un élargissement immédiat, avant que l'Europe n'ait répondu en partie ou totalement à ses défis internes. Et la Géorgie, parce qu'elle souhaite la réussite de l'Union européenne, a déjà fait la preuve de sa patience et le peut encore. Cependant, cette patience ne peut être statique. L'Europe doit continuer à offrir aux Géorgiens un mouvement vers davantage d'Europe. Ce mouvement qui a été constant depuis plus de 15 ans, l'accord de voisinage, 10 ans le partenariat oriental, ensuite l'association, l'accord de libre-échange, l'accord sur la libéralisation des visas, tout cela, c'est un chemin qui, pour la population géorgienne, est un chemin constant, ininterrompu vers l'Europe. Les Cassandres diront qu'il n'existe pas aujourd'hui de disponibilité pour cela, ni de cadre existant pour accommoder cette petite Géorgie. Mais ce n'est pas aux entrepreneurs que vous êtes et aux capitaines d'industrie que je vais apprendre l'impératif de l'innovation. Et je vous propose, à mes amis français, d'innover ensemble, Géorgiens et Français, Géorgiens et Européens, de penser, comme diraient nos amis anglais, outside the box, et de refuser l'immobilisme, et de donner ainsi à l'Europe une alternative à ce qui serait un arrêt détrimental pour elle, comme pour ceux qui, à l'extérieur, attendent beaucoup d'elle. En attendant de se voir accorder un statut, l'un ou l'autre, nous continuons à avancer pour plus de Géorgie
dans l'Europe et plus d'Europe en Géorgie. Et pour ce faire, nous nous proposons, petit pays, d'être un laboratoire audacieux où on peut penser à différents cheminements pour aller vers cette Europe, intégrer la Géorgie dans toutes les politiques européennes relatives à l'éducation, la science, la culture, le sport, où il n'existe en réalité aucun argument pour refuser que la Géorgie ne bénéficie du traitement commun, puisque toutes ces politiques ont un objet commun qui est de créer une culture commune, de favoriser les liens entre les peuples. La deuxième possibilité, c'est d'intégrer l'avantage de la Géorgie au marché européen. L'Europe est aujourd'hui notre premier partenaire commercial devant la Russie et la Turquie, mais il faut aller plus loin et cela exige un instrument financier et de rechercher là aussi une formule originale qui ne soit pas de ramener la Géorgie dans un espèce de lot commun de tous les voisins dans lequel, petits comme nous sommes, nous nous perdrions au profit des crises des uns et des autres. Cela exige que nous réfléchissions ensemble aux modalités permettant d'intégrer graduellement la Géorgie au marché unique européen, aux moyens de lever les barrières non tarifaires et d'aligner plus rapidement notre réglementation. Il est aussi un impératif stratégique. Nous devons à tout prix réduire notre dépendance à l'économie russe. La Russie restera toujours un grand voisin. Nous ne changerons pas la géographie, mais la diversification est un élément de stabilité et la stabilité pour la Géorgie, le bien le plus précieux. Pour cela, nous voulons toujours plus d'investisseurs européens en Géorgie, plus de touristes européens, c'est particulièrement vrai cet été, cet hiver et aux 4 saisons, plus de clients européens pour nos produits, pour notre vin. Enfin, permettez-moi d'être audacieux sur la question qui fâche le plus, celle politique de l'adhésion, l'intégration ou non, ces questions binaires qui finalement ne permettent jamais d'avancer et qui ne sera pas aujourd'hui tranchée, nous le savons. Et comme il n'en reste pas moins que le processus d'adhésion a été la plus grande incitation à la démocratisation dans le voisinage européen, eh bien, nous devons l'utiliser à plein. Et ce chemin peut passer, par exemple, sans décision qui engage l'avenir politique, par le lancement ad hoc de chapitres de négociation d'adhésion, indépendamment de tout octroi et de tout statut. Ça, c'est les différentes possibilités si on veut essayer de réfléchir différemment. Et au fond, mon but, il est simple. En attendant que l'Europe se réforme, en attendant que l'Europe se décide, j'entends sonner à toutes les portes, en commençant par celle de la France, retourner toutes les pierres et proposer de nouvelles voies pour rapprocher chaque jour davantage la Géorgie de l'Europe, pour laquelle moi et les Géorgiens avons les yeux de Chimène. Je compte aussi emprunter un peu à l'habileté de Talleyrand qui disait justement « Là où tant d'hommes ont échoué, une femme peut réussir ». Et mon histoire personnelle me fait dire que rien n'est impossible, que l'histoire réserve toutes les surprises. On me disait dans le temps que l'URSS existerait toujours. La Géorgie a été une des premières à déclarer son indépendance. On me disait, quand je partais pour être ambassadeur en Géorgie, de France en Géorgie, que la politique de voisinage pour la Géorgie s'était exclue, ce qu'elle a obtenu 1 an après cette déclaration. La libéralisation des visas, c'était un rêve auquel personne, même pas nous, ne croyions. Et on me disait aussi, au début de la campagne électorale, que jamais la Géorgie n'élirait une femme d'origine française. Elle l'a fait pourtant. Alors quand on me dit que l'Union européenne est un rêve, je réponds que l'histoire de l'Europe, ce sont des rêves devenus réalité. La réconciliation entre la France et l'Allemagne, la réunification de l'Allemagne, qui pour nous peut être un modèle, avec 20% de nos territoires occupés, l'élargissement à l'Europe de l'Est. L'Europe n'est rien si elle ne rêve pas. Et la Géorgie partage ce rêve. Vous l'aurez donc compris, la Géorgie attend beaucoup de l'Europe, mais moi je suis convaincue qu'en retour, la Géorgie a aussi beaucoup à offrir
à l'Europe, non pas sur le plan quantitatif, parce que nous sommes un petit pays de moins de 5 millions d'habitants, mais par notre singularité politique dans cette région, qui est une région à la fois très complexe et aussi très attirante par ses diversités. Notre stabilité démocratique, c'est ce que nous avons à offrir, et en ce sens, nous sommes un îlot de stabilité dans une vaste région qui connaît toutes sortes de turbulences, et nous sommes certainement le pays le plus stable dans cette vaste région. Nous sommes un pays qui progresse sur la voie de la démocratie, d'élection en élection, de réglementation et de constitution en constitution. Nous sommes la success story de la démocratie au port de Luo, une sorte de petite Suisse du Caucase. Notre ouverture économique résolument libérale fonde notre attractivité. Nous avons, sans discontinuer, une croissance entre 4 et 5%, la plus importante là aussi de la région. Nous avons réformé le cadre réglementaire pour appliquer les recommandations du FMI comme de la Banque mondiale et j'attire votre attention, je sais que j'arrive à la fin et que votre attention se fatigue, mais nous sommes l'un des très rares pays à avoir à la fois un accord de libre-échange avec l'Union européenne, un accord de libre-échange avec la Chine et bientôt un accord de libre-échange avec l'Inde. Et il se trouve que nous sommes situés quelque part sur le chemin entre ces grands ensembles, ce qui peut être extrêmement intéressant pour vous, messieurs les entrepreneurs, pour le devenir de cette diversification économique. Je ne vais pas vous fatiguer avec les différents chiffres des index et des classements dans le monde, vous trouvez ça un peu partout et ce n'est pas mon sujet ici, mais sachez que nous avons des très bons index économiques, que ce soit Moody's, Fitch, et une confiance de ceux qui nous évaluent. Il y a aussi dans les atouts notre modernité, celle qui a conduit mon pays à élire pour la première fois une femme présidente, mais ce n'est pas seulement moi. Je suis accompagnée par la ministre de l'économie, nous avons une ministre de la justice, une ministre de la santé et des affaires sociales, une ministre de la réconciliation et des conflits. Donc vous voyez que tous les sujets importants sont confiés à des femmes, et je crois que c'est normal. Vous savez aussi, messieurs les entrepreneurs, mesdames les entrepreneurs, que vous avez à la tête de cette Géorgie donc une femme qui n'a pas oublié qu'elle a été française, même si je n'ai plus le passeport, et qui vous accueillera toujours et qui sera pour vous la garantie que la Géorgie continue sur cette voie de la stabilité, de la démocratie. Aussi notre atout, notre résilience à tous les chocs, à toutes les agressions, à la guerre, je l'ai déjà dit, et qui a fait qu'en dépit de tous ces conflits et de cette pesanteur à notre frontière, nous ne voulons pas être définis par la guerre. Nous devons régler, nous devons dépasser l'occupation de nos territoires et je regarde avec intérêt là aussi vers les initiatives du président français en espérant qu'il y aura là aussi du mouvement parce que là où il n'y a pas de mouvement, on perd la perspective et on perd ce qui fonde le mouvement, c'est-à-dire l'espoir. Mais ce n'est pas ça qui doit nous définir. Ce qui nous définit, c'est notre mouvement en avant. Stabilité, ouverture et état de droit aux portes de l'Europe, voilà ce que nous vous offrons. Et rien n'étant plus efficace que de voir par soi-même, je suis très heureuse, et on en a déjà parlé avec le président, c'est de vous inviter, d'avoir une délégation du MEDEF en Géorgie très prochainement, aussitôt que vous le voudrez bien. Et d'ailleurs, pas seulement du MEDEF, puisqu'il y a aussi ici d'autres entrepreneurs. La porte vous est ouverte. Vous découvrirez la beauté d'un pays de vignes et de montagnes, de mer aussi, ses églises, plus que de fromage en France, sa culture ancestrale. Vous serez accueillis avec l'hospitalité qui est notre marque séculaire et la tolérance géorgienne qui est aussi un trait très particulier auquel nous n'avons jamais failli. Et pour vous donner juste un exemple, l'année dernière, donc 10 ans après la guerre qui nous a opposés à la Russie, la Géorgie a accueilli 1,5 million de touristes russes et nous n'avons pas eu un seul incident. Donc cette tolérance s'élargit à beaucoup de choses et elle est très utile.
Elle est très utile dans un monde où les replis identitaires frappent à toutes les portes. Et je crois que là aussi, nous avons quelque chose à offrir. Et nous avons l'intention de présenter cette vertu de la tolérance et en particulier notre amitié de 27 siècles entre la Géorgie et les populations juives de Géorgie à l'UNESCO comme l'une des valeurs qui peuvent être inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais surtout, ce que je veux en conclusion, c'est que la Géorgie, toute petite Géorgie, soit celle qui redonne aux Européens confiance dans le projet européen. Notre intuition qu'il n'y a aucune contradiction entre indépendance, qui a été la quête de la Géorgie au cours des siècles et de maintes et maintes invasions, et la souveraineté européenne. Les deux sont compatibles et c'est parce que nous sommes convaincus de ça que nous sommes aussi profondément européens. Notre enthousiasme que nous avons à vous offrir, qui peut être l'antidote au populisme eurosceptique qui gangrène les sociétés, c'est peut-être la chose la plus précieuse que nous pouvons et devons apporter à une construction européenne dont le rêve s'essouffle. Au fond, il s'agit de permettre aux Européens de prendre le recul nécessaire, venez le prendre en Géorgie, ce recul, pour réaliser combien votre idée, cette idée européenne, demeure vivace. Il s'agit de venir en Géorgie pour apprendre de nouveau à aimer notre maison commune, notre Europe. Et pour conclure vraiment cette fois-ci, j'emprunterai quelques lignes au plus grand poète géorgien, Shota Rustaveli, qui écrivait au XIIe siècle l'œuvre littéraire qui inspire chaque Géorgien jusqu'à ce jour, L'homme à la peau de léopard, et dans lequel le héros dit à l'autre héros, si un médecin même célèbre tombe malade, il fait appeler un autre médecin pour lui tâter le pouls. Il lui dit le mal dont il est la victime. Un autre que soi-même sait mieux donner des conseils profonds. Ce médecin, c'est aujourd'hui le peuple géorgien qui vous enjoint d'être fier de votre réussite européenne et qui vous exhorte de permettre à ce pays de 5 millions d'Européens qu'est la Géorgie de retrouver cette famille européenne, votre famille européenne. Vive la France, vive la Géorgie. Madame la Présidente de Géorgie, que je vous demande d'applaudir très, très chaleureusement. Madame la Présidente, vous nous avez donné envie. C'était un moment très, très fort. Et j'ajouterai qu'on peut aller en Géorgie maintenant, en direct. Anne Rigail, la directrice générale d'Air France, me le disait. Paris, Tbilissi, direct. Voilà. Alors, pour terminer, parce qu'on a envie de vous le dire, comment dit-on merci et à bientôt en géorgien? Madlop. Madlop. Sakartvoloshi. Eh bien, on va faire des progrès. Merci en tout cas. Mille merci. Voilà, merci encore une fois d'applaudir Salomé Zourabichvili, la présidente de la Géorgie. Et je vais vous demander maintenant d'accueillir tout aussi chaleureusement, et il nous fait l'honneur d'être avec nous, le vice-premier ministre irlandais, M. Simon Coveney, avec les traductions, évidemment. Merci de l'applaudir. Bonjour, chers collègues, chers amis, Madame et Messieurs. C'est un honneur d'être ici avec vous et merci pour votre invitation aujourd'hui. President of Georgia, ambassadors, distinguished guests. As I take the platform after you, President, I'd like to emphasize Ireland's strong support for EU engagement with Georgia. Georgia has made significant progress under the Association Agreement and the Eastern Partnership mechanisms. For our own part, as a small island off the west coast of the European Union, Ireland has been transformed by EU membership.
It has been critical for our progression economically, in terms of social transformation, and of course, political peace and stability. And while the road to EU accession is long, and as you know only too well, is a challenging one, it is in this spirit that we wish to see the benefits of EU membership extended to those countries on the eastern periphery of the European Union who desire to be part of the home that we have created together. So I want to be very clear to you that as a small country on the other side of this home, we are with you on this journey and we will help you in any way we can. And while we say goodbye to a good friend and a very significant contributor to the European Union as it is today, we are excited about the opportunities of the new members who are so enthusiastic about joining. It is ironic that the process of the UK leaving the European Union actually illustrates how important EU membership is to a country like my own. The solidarity and support of our EU partners, particularly here in France, has been the hallmark of the Brexit process, and we are profoundly grateful for that support and solidarity. Brexit represents a unique challenge for my country and yours, but in particular Ireland, given our strong interconnection with the United Kingdom. It has never been a choice that we've supported, and we deeply regret the UK's decision to move in a different direction. The EU undoubtedly will be a weaker union without our friends in the UK as part of the discussion. However, we respect this decision taken by the British people democratically, and we are working as best we can to make the best of it, not just politically, but also for you as business people also. Over 2 years, the EU and the UK have engaged in good faith to negotiate a withdrawal agreement that can provide reassurance and as much certainty as possible to both sides. This was a deal struck by two negotiating partners, both willing to compromise to achieve a fair and balanced outcome. Ratification of the withdrawal agreement, in our view, remains the only way to ensure an orderly withdrawal. And through the transition period it provides, to start work on an ambitious and comprehensive future partnership with the UK that can be good for Britain, as well as good for the European Union. From an Irish perspective, the closer that relationship is, the better. And I suspect that is a sentiment shared in this crowd today. As the European Council has consistently made clear, the withdrawal agreement, including the now famous backstop, cannot simply be renegotiated. Even if we wanted to do that, which we don't, we can't do it in 6 or 10 weeks. For us, protecting the Good Friday Peace Agreement has been a key priority for Ireland and for the UK and also for the EU generally during the Brexit negotiations over the last 3 years. Through the negotiation, we have insisted on protecting the cooperation on our island between North and South, an island that we share with the United Kingdom. And that cooperation flows and also underpins that peace agreement, an agreement that has saved many lives and has created normality in terms of an island that in the past has a very tragic and violent history. We must protect the welfare of border communities, regardless of who they are or what their background is, and recognize the fragility of community relations across Northern Ireland today.
Northern Ireland is part of the United Kingdom. Of course it is. But it is unique and complex in terms of the political agreement that has maintained peace and stability for the last 21 years. A peace and stability that EU membership has been a huge part of endorsing. A peace that both British and Irish governments are the co-guarantors of and have responsibility for. The EU and the UK together designed and agreed the backstop as an insurance and reassurance mechanism on the basis of the shared understanding of the need to address these unique circumstances and to provide the guarantee necessary to reassure a concerned public. And despite what the UK government is now saying about the backstop as part of the withdrawal agreement, it is supported by a large majority in Northern Ireland. And let's not forget, they are the people that we are all trying to protect here. As President Macron said last week, these are not just technical constraints or legal quibbling, but genuine, indispensable guarantees to preserve peace and stability in a fragile part of the European Union today. And the integration of the EU single market too needs protection. The integrity, I should say, of the single market too needs protection, given that the Irish border is also the EU's only substantial land border with the UK. This is why Prime Minister Johnson's proposal to simply abolish the backstop in the absence of agreed alternative arrangements that we can believe will work is something that we cannot and will not support. The backstop is currently, anyway, the only viable, if temporary, solution that avoids physical infrastructure and related checks and controls and preserves an all-island economy, which in many ways has been the most effective reinforcer of peaceful relationships. It fully protects the Good Friday Peace Agreement, as well as the integrity of the EU single market and Ireland's place in it. Ireland and the EU are at one on this issue. No one has yet come up with credible arrangements, or technical solutions for that matter, which could replace those temporary arrangements in the withdrawal agreement and the backstop. I do want to say this, though. We are committed to exploring alternative arrangements in the future or now, if and when they exist. Of course we are, because we want to find a solution here that can provide the stability that everybody is looking for. And that is catered for in the withdrawal agreement in terms of review mechanisms. But these alternative proposals have got to do the same job as the backstop to fulfill the commitments made to the people of Northern Ireland. And surely that is not an unreasonable ask, even for a small country. Ultimately, the truth is that the answers lie with Westminster, as they have done since Britain voted to leave our union. A no deal will not be our choice. It will not be France's choice, and it will not be the EU's choice. It will be the choice of the UK government and the British Parliament collectively, if they choose to allow it, or indeed to deliberately trigger it. No amount of political grandstanding or attempts to shift the blame can change this fact. In a no-deal scenario, the truth is that there are no easy answers. Everybody loses. Ireland has consistently said in a no-deal it is a lose, lose, lose. Britain loses, Ireland loses, and all countries in the EU do also. But I think it's fair to say that it would have far-reaching consequences, in particular
for the island that I call home. We know that. We understand the consequences, and we've been studying them for 18 months now. But we are preparing intensively to mitigate the damage as much as we can. In this, we are working closely with our EU partners and the European Commission to meet the shared twin objectives of protecting the EU single market and Ireland's place in it, and avoiding a hard border as best we can, and the disruption and security concerns that we know that raises. But let me speak very directly to businesses here today and give you a single message, and that is, regardless of what happens in the context of the Brexit debates, Ireland will not be leaving the EU single market or customs union, or the European Union for that matter, and we will not allow the Irish economy be dragged out of the EU single market by the actions of our closest neighbour. I think it is clear, it certainly is to us, that any such no-deal arrangements will be clearly suboptimal to the backstop in terms of fully mitigating the risks posed by Brexit to the border and to the broader peace process in Ireland. A key focus of our work now is informing and supporting businesses to prepare for all eventualities. A no-deal Brexit is becoming increasingly likely. Whether you are in Ireland or in France, whether you are a big or a small enterprise, and I suspect both are represented here, it is vital that you prepare and, most importantly, you inform yourself on how best to mitigate against the negative impact of the very fundamental change in the trading environment between the EU and the UK that a no deal will demand. Ireland will continue to seek solutions to avoid a no deal, but we will also continue to prepare for the worst, unfortunately. While Brexit is an important issue, it fills virtually every day for me now, as I'm sure it does for Steve Barclay, the next speaker. We should not let it consume all of the oxygen in terms of EU discussion. We have a shared future to build, and as the President has said, we have dreams together. And we must define those together. This is a time of renewal for the European Union as well as challenge. A new European Parliament, a new Commission, and a new EU strategic agenda gives us the chance to set a clear course for the next 5 years. People say that we have to manage crises today. I don't ever remember a time in my lifetime, and I was born the year before Ireland joined the European Union. I don't ever remember a time when we haven't had to deal with crises. But the whole point of a union is that we can deal with those challenges, whether they are collective or individual, in a more powerful and responsive way together as a union, which is the whole purpose of what the European Union is about today. So we must use this moment wisely and for the benefit of our citizens, our businesses, and our broader country interests. As the second largest member state and a founding member, France plays a hugely important role in shaping the EU's policies and institutions. France as a nation likes to lead in terms of many of the fields that it has prioritized. It acts with courage and conviction on the world stage. And in the absence of the United Kingdom in the EU, needs to take on more responsibility as a leader in the context of broader European interests. Whether that's climate change, whether it's migration, whether it's security, whether it's impacting on conflicts in other parts of the world, whether it's ensuring that we have a fair, level playing field in the context of the single market that we have created together, or in so many other areas. In uncertain times, it is our connections and solidarity in a shared union that makes us stronger and helps us face
these challenges together. And we do face huge challenges, as I've mentioned already. Let me just give you some examples, though, of how we're responding. From an Irish and French perspective, the Celtic Interconnector project is an excellent example of the kind of collaboration that we need to do more of. By 2025, it will deliver a 700 megawatt electricity interconnector between Brittany and Cork, my hometown, capable of supplying electricity to almost 500,000 homes in Ireland. The project is a tangible manifestation of the policies that are possible through EU integration and cooperation that result in tackling the big challenges of the day, in this case, energy security. Our cooperation at EU level is only strengthened by the links between our two peoples. Last year, 500,000 French tourists visited Ireland, and over 700,000 Irish tourists spent their summers in France. Every day, French and Irish people work together, study together, and do business together. Our economic relationship is already very strong, as many of you will know. France is one of our largest trading partners. The trade relationship is now worth well over 25 billion euros a year. No fewer than 8,000 jobs in Ireland and 23,000 jobs in France are the result of that investment relationship. However, we always want to do more, and that is why Ireland will step up its presence in France significantly, both in Paris and beyond. Just as there are dynamic and innovative companies across Ireland, we are very conscious that France too has significant regional economic centres and drivers of economic growth. I'm pleased that Enterprise Ireland, who are our business support government agency, will open an office in Lyon later this year, reflecting the strong links that we have with that region. There are many opportunities for new innovations, investments and collaborations between Irish and French businesses. Each of you and your organisations can play an important role in strengthening the relationships between our two countries. But we must be bold enough to look to the future, to see through the fog and the confusion of current challenges and crises. And I am confident that we will have the will and the means to work together to create a shared future that is far more progressive and far more positive than our past. I hope that future will be shared with Georgia and many other countries who want to be part of the extraordinary home that we have created. I look forward to France joining in those efforts and working together for a better future for the European Union. Thank you very much. Simon Coveney, a big thank you. Thank you for sharing your vision, your commitments to provide a future stability of Europe. Thank you again. Je vous demande de l'applaudir. Merci beaucoup. Thank you for joining us. Et je vais maintenant appeler sur cette scène à me rejoindre. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser les casques qui vous ont été remis et que vous avez pu récupérer pour les traductions, puisque nous allons évidemment continuer plus que jamais en anglais. Ministre britannique chargé de la sortie de l'Union européenne, M. Stephen Barclay. Please join me on stage. Mr. Barclay, je vous demande de l'applaudir. Je vais demander à quelqu'un qui peut m'aider pour remettre en fait un pupitre, puisque M. Barclay souhaiterait avoir un pupitre. Voilà. Voilà. Voilà, merci d'applaudir encore une fois M. Barclay. Et voilà.
Merci. Alors, je suis heureux d'être ici à l'Université de l'été pour cette discussion sur le futur de l'Europe. Je suis également heureux d'avoir l'occasion aujourd'hui de rencontrer et de parler avec autant de personnes influençables. Maintenant, je vais m'excuser et passer à l'anglais. Mon français ne me permettait pas de prononcer un discours aussi important devant un auditoire aussi distingué. After all, I'm here because I want to be absolutely clear about the UK's position at such a critical time. I will not want, Mr. President, anything to be lost in translation. In recent years, some have tried to frame the UK-France relationship in purely Brexit terms. Yet the reality is that our historic, cultural, geographic, and indeed economic ties are far too deep, broad, to be defined by any one event. After all, as Mr. Roux de Béziers, I'm sure, will happily testify, even after Brexit, the Six Nations rugby tournament will still emerge next winter. We work together to defend our values and our way of life as permanent members of the United Nations Security Council and leading lights of NATO. Our armed forces work closely together, helping to secure peace around the world. In the Sahel, British helicopters are helping French soldiers to carry the fight to extremists. While closer to home, millions of UK nationals have just enjoyed summer holidays in France and vice versa. Indeed, our shared lives are reflected in the loan of the Bayonne Tapestry to the UK in the coming years, more than 900 years after it was created. And indeed, in the past 2 weeks, or in the past week alone, the Prime Minister has met with President Macron twice, both in Paris and at the successful G7. And may I extend the congratulations of the UK government to the French government for a very successful G7. Both the Prime Minister and the President were both clear in being united on a number of vital issues, such as climate change and the environment. Both are stout defenders of the historic Paris Climate Change Agreement signed in this very city in 2016. Our economic relationship is also vital to the prosperity of both our countries. Since we voted to leave the European Union in 2016, our bilateral trade has in fact increased by 12%. In total, bilateral trade was around 90 billion euros in 2017. And the UK continues to be the #1 destination for foreign investment in Europe and the #3 in the world. In fact, since 2013, UK startups have raised more from US and Asian investors than most of Europe combined. In the first half of this year, the UK received 3.5 billion from US and Asian investors, compared to 0.9 for Germany, 0.5 for France, and 2.9 billion for the rest of Europe. And indeed, UK and French companies continue to work closely together. I myself worked for a French company, AXA, the very same company that my counterpart, your Secretary of State, Amélie de Montchalin, also worked for, who I met earlier today. So the UK and France have a mutual beneficial partnership, one that has seen leading companies like Alstom unveil the design of their zero-emission hydrogen jet train, which will be re-engineered in Widnes, or Airbus, which employs 14,000 people in the UK across 25 sites, with more than 4,000 UK companies in its supply chain. And of course, UK companies have a substantial presence here in France. A British multinational contract food service company, Compass, employs 14,000 people in its supply chain in France and serves over 210 million meals a year through its restaurants, schools, and hospitals. And indeed, as the Prime Minister himself remarked last week,
the sleek French TGV trains, on which many will have travelled this summer, run on tracks made by British Steel at Scunthorpe. So our shared economic future is best served in preserving that through a deal as the UK leaves the European Union, which we are committed to doing on the 31st of October. It is not just because the backstop has been rejected 3 times by the UK Parliament that we seek its removal. As the Prime Minister made clear in his letter to Donald Tusk, and in their subsequent meeting, Parliament will not allow the people of Northern Ireland to be subject to an indefinite period of continued alignment. It would mean Northern Irish voters, UK citizens, being governed by rules in which they have no say. And since we can only leave the backstop by the agreement of the European Union, once it is triggered, we could be locked in it forever. Something that the UK Attorney General has made clear, and which indeed makes it harder to leave the backstop than it does indeed the European Union itself. But the backstop is not the entire Northern Ireland Protocol. It is just the relevant articles relating to alignment. The Northern Ireland Protocol also covers the benefits of the single electricity market. It covers North-South cooperation, the common travel area. None of these issues require continued regulatory alignment. So the issues remaining before us are narrower than is often portrayed. Yet the EU is seeking, through the backstop, a 100% all-weather guarantee on the future economic partnership before we have even started those negotiations. And within sufficient time to conclude those negotiations because of the way the Article 50 talks were structured. The backstop has also been universally rejected by one of the 2 key communities in Northern Ireland, which means it is an unstable basis for power sharing in Northern Ireland. There is ample room, indeed there is a shared responsibility for all to seek a solution that can enjoy genuine cross-party consent. We understand the need to protect the integrity of the single market. But it is our firm view that the Irish border issue should be dealt with in the talks on the future agreement between the UK and the EU, where they should always have been. And we're ready to negotiate in good faith on that basis. We will do so with a cast iron commitment to upholding the Belfast Good Friday Agreement and preventing a hard border on the island of Ireland. And do not please misunderstand that commitment. Together with our friends in Ireland, no one is more aware of the need to maintain peace and freedom on the island of Ireland than the United Kingdom. For years, we have invested too much in it and care too much about it to see anything to put it at risk. And indeed, in no scenario will we erect the barriers at the border that would jeopardise its future. The Belfast Good Friday Agreement directly impacts UK sovereignty. It has been supported by successive United Kingdom governments of different political parties, and it is a firm commitment of this Prime Minister. Too often, the integrity of the single market is presented as a concern about the Good Friday Agreement, as if these 2 issues are the same. In fact, the single market is clearly the priority for the EU, meaning that it is the EU that will insist on putting up a hard border in the event of no deal. This is something that everyone wants to avoid, and the UK has guaranteed it will never do, even in the event of no deal. Likewise, the UK is often asked for more detail on its proposals. Yet if the test is one of 100% certainty, all weather, all of life insurance, then creative and flexible solutions will always be quickly shot down. Progress requires creativity and flexibility on both sides, including in the application of single market rules.
We recognise the concern about the risk of a backdoor to the single market. But we need to deal with it in a different way, one which reflects the value of democracy that we share. For when politicians ask the people to make a choice, it is the responsibility of elected representatives to deliver on that choice. It is not, as the Prime Minister has said, for politicians to choose which votes they want to act upon and those they would prefer to ignore. The UK wants to use the implementation period to put in place alternative arrangements. Now, the EU says, on the one hand, it wants to look for creative and flexible solutions on the border in Northern Ireland, the very words used by the European Council in its own guidelines. Yet at the same time refuses to progress work on alternative arrangements until the withdrawal agreement has been ratified. Likewise, it's quick to dismiss the use of technology, indeed as magical thinking, while recognising such technology as part of alternative arrangements, which indeed it has agreed to progress. The European Union has used creativity and flexibility in the past. Look at the arrangements with Switzerland. Look at the arrangements when East Germany reunified with the West. So let's look at these issues afresh as partners. For if not, and we move to a no-deal exit, people will question in the future why there was such a lack of flexibility. And indeed why, in the pursuit of a 100% guarantee of no risk on the Irish border at the end of 2020, we made real this risk in November. But if a compromise cannot be found, then we have been clear that we are leaving, whatever the circumstances, on the 31st of October. People voted for Brexit, and it is important to our democracy that we deliver it. We have stepped up our preparations in the United Kingdom significantly under the new government, and we have guaranteed the rights of approximately 300,000 French nationals, and indeed all EU nationals living in the United Kingdom. These people make an immense contribution to UK national life and to our economy, which is why we have established a scheme to enable them to stay that is unprecedented in its ease of use. It's free, and more than 1 million people have already registered for settled status. Of course, I welcome the moves that the French government have taken to protect the rights of UK citizens living here. And I acknowledge that these steps are required because of a decision we have taken in the United Kingdom to leave the European Union. But I call on the French government and others in the European Union to match our offer and to provide certainty for UK nationals living here in France. EU leaders repeatedly tell me how important citizens' rights is to them. But not only has the Commission refused to agree a specific deal on citizens' rights, as requested by all political parties in the United Kingdom, the offer here in France falls short of what we have set out in the UK in several respects, including the criteria for registering residency, health insurance requirements, the rights of frontier workers. For example, here in France, UK nationals must apply for a residence permit within 6 months of exit day, and we would call on the French government to extend that period, particularly as French citizens in the UK have until the end of 2020 to apply for the EU settlement scheme. And while we in the UK have waived the fee for EU citizens to register, the cost of residence permits in France is €109. Another area where we have concerns is healthcare. We spend 10 times more on healthcare in the EU than the EU spends in the UK. And for UK nationals in France, there is a shortage of information about the proposed future arrangements, while French citizens in the UK by exit day can be absolutely certain that they will have access to the National Health Service in the same way that they always have. France will also require many British nationals
already here to have health insurance and show that they have sufficient money to support themselves before they will be granted residency rights, a requirement the UK has not imposed on EU nationals. For business visitors, we are also clear that absolutely nothing will change for short trips to the UK from Europe. Their ability to continue to travel to the UK, to make their invaluable contribution to our economy, which must continue as it has done for years. The need for our wealth creators to move freely between our territories is well understood on both sides, and that is something the Commission agrees with us on also. The freedom goes not only for passengers, but also for imports and exports. And while we are absolutely focused on securing a deal, alongside these discussions, we must also now progress talks on the mitigations necessary for any no deal that may arise. Take fishing, for example. In the event of no deal, access to UK waters falls entirely within the UK's control. That, of course, has the potential impact on the French fishing industry. Of the 250 tonnes of fish processed in Boulogne, the majority comes from UK waters. And of the fish landed by the French vessels, 40% of it comes from UK waters. At the same time, about 80,000 tonnes of our own salmon, scallops, and other seafood products end up on the French table each year. You are a significant export market for us. The exceptional fluidity of the cross-channel trade route supports the fishing industry, just as indeed it does the car industry, with its just-in-time supply chains. That fluidity sees more than 1,100 trucks cross seamlessly into the UK from the continent each day, laden with car parts. There are, of course, other changes that will arise from a no deal. For example, geographical indicators. It's worth recognising that there are over 3,000 products registered with GIs in the EU, but only 88 are from the UK. Or in agriculture, where, according to France's biggest farming union, French wine and spirit producers will be materially impacted. Their sector had a 1.3 billion annual surplus in trade with the United Kingdom. Or France's dairy industry, which, according to the French Chambers of Agriculture, has an annual surplus in exports to the UK of 700 to 800 million euros. And let's not forget the fantastic educational exchanges enjoyed by students across Europe, which French students in the UK take advantage of every year. Today, we spend millions of pounds subsidising the upfront costs of those tuition fees, and indeed, allowing EU nationals access to support undergraduate courses in England, starting in the 2020-21 academic year, is estimated to cost us around £500 million for that year alone. Mr. President, these are just some of the areas that is our job as politicians, as business leaders, not just to protect, but to allow to flourish. Our new partnership must be built on the intimate understanding that it is founded on one that has existed for hundreds of years. France and the United Kingdom are two of the world's oldest and greatest democracies. Yes, we have always been global and outward-looking, champions of democracy, free trade, the rule of law, and defending those who cannot defend themselves. But there is something deeper, an emotional connection that binds us and will always bind us together as nations. We are inextricably linked through our shared values and our love of each other's cultures. So I conclude by reaffirming that I, the Prime Minister, the British government are aiming for a deal. We will be ready for no deal if it happens, but from the meetings I've had here this morning, those in Denmark, Finland, Sweden last week, one thing is absolutely clear. Businesses across Europe want an end to the uncertainty and have the confidence to take advantage of the huge opportunities that trading with the United Kingdom presents. That is best served with a deal that honours the Belfast Good Friday Agreement
but without the backstop, as the UK Parliament has made clear. That is what our government seeks, and, Mr. President, with goodwill on all sides, it is what we can deliver. Merci.